Bonjour et bienvenue dans le nouvel épisode du podcast AWS en français. Continuez de nous laisser vos feedbacks, de nous faire part de vos commentaires et de vos remarques sur les différentes plateformes de podcast, de nous laisser 5 petites étoiles aussi, c'est ça qui titille les algorithmes et qui nous permet de faire un bon référencement. Aujourd'hui, nous allons parler vacances, une fois n'est pas coutume, et qui n'aime pas parler vacances, avec Hugues Gendre, qui est DSI de l'UCPA. Hugues, merci d'être là. L'UCPA, pour les francophones non français qui nous écoutent aujourd'hui, c'est quoi ? Alors, on a 3 grands métiers. Le premier métier, c'est les vacances sportives pour les jeunes et les moins jeunes, donc l'écolo, et puis les vacances pour les jeunes adultes, et puis également pour les adultes un peu moins jeunes. On va de 4 ans à... il n'y a plus d'âge maintenant, avec notamment les randonnées pédestres ou à cheval qui s'adressent aux un peu plus âgés. Donc ça, c'est le premier grand métier. On va dire c'est 2/3 de notre activité. Et puis on a un autre tiers d'activité qui correspond au management d'équipements sportifs de proximité. Alors c'est quoi ? C'est des piscines, des centres équestres. Donc l'UCPA est le plus grand centre équestre d'Europe. On a 18 centres équestres en gestion, une trentaine de piscines, des patinoires, des golfs. Et depuis peu, on lance nos propres équipements, qui s'appellent les UCPA Sport Station. Donc là, on offre une expérience UCPA, y compris en ville, dans des centres assez incroyables, multi-activités. Il y en a un qui a ouvert à Reims, un autre à Meudon. À Reims, c'est des piscines. Alors il y a plein de bassins, tous plus incroyables les uns que les autres, mais également une patinoire, également de l'escalade. Enfin bon, il y a du fitness, il y a plein de choses. Et puis à Meudon, pareil, on vient d'ouvrir, et il y en a comme ça 18 en préparation pour les prochaines années. Et puis on a un troisième métier qui sous-tend ou qui supporte un peu tous les 2 premiers, qui est la formation. On forme des milliers de jeunes au métier du sport tous les ans. Voilà. Donc les vacances, les colos de vacances, et puis les vacances organisées pour les moins jeunes également, la gestion des centres et la formation. Alors, c'est un métier très spécifique, avec des variations de charges très fortes, je suppose, en été, quand il y a beaucoup de gens qui partent en vacances, avec aussi une base annuelle. Quelles sont les contraintes IT imposées par ce métier-là ou par ces métiers-là ? Alors la saisonnalité, c'est une des contraintes, mais la saisonnalité, en fait, certes, il y a les vacances, c'est plutôt dans les périodes dites de grandes vacances ou de petites vacances, mais pas que. Et puis surtout, avant d'aller en vacances, il faut la préparer, il faut l'acheter. Donc, les contraintes sont sur le système d'information un peu toute l'année, mais par contre très saisonnières, plus le week-end, plus le matin et le soir. Bon, ça c'est vrai que c'est une grosse contrainte. Une deuxième contrainte, c'est le côté atomique de notre métier. Aujourd'hui, on propose plus de 100 activités différentes. Je vais pas dire que chacune activité a ses propres systèmes d'information, mais pas loin. On a plus de 200 centres, en comptant les centres loisirs, les centres vacances, en France comme à l'international. Donc, il y a une gestion de cet atome qui n'est pas simple. Et notamment lorsqu'on est une petite équipe, l'informatique, la direction informatique, c'est une trentaine de personnes à peu près. La DSI du CPA, on est quasi exclusivement à Paris, enfin en banlieue parisienne. On est à Arcueil, le siège social est à Arcueil maintenant, depuis peu. Donc gérer tous ces centres distants, gérer toutes ces activités depuis Paris avec une petite équipe, c'est pas si simple. Et avec une grosse saisonnalité, voilà. Donc des gros pics à certains moments et des périodes de plus calmes pour les systèmes, c'est pas si simple. Voilà, c'est ça le. Donc beaucoup de variations dans le système externe, ce que les gens voient, dans vos systèmes internes également, gestion du personnel, paye, je suppose qu'en juillet-août, c'est très différent de ce que ça peut être le reste de l'année. Effectivement, typiquement, on embauche, dans les 15 derniers jours de juin, on embauche plus de 10 000 personnes. Wow. Donc c'est effectivement ça, on a des processus pour pouvoir faire ça, on est organisé pour pouvoir faire ça. Et depuis 2 ans, on a beau système d'information qu'on a créé pour pouvoir faire ça
de manière très robuste et très scalable. Alors justement, ces contraintes de saisonnalité et de petite équipe IT, est-ce que ce sont ces deux raisons qui vous ont mené à regarder le cloud et à penser migrer votre infrastructure traditionnelle vers le cloud? Alors, pas que, parce que je pense que à ce moment-là, donc on a pris cette décision il y a 4 ans, maintenant, presque 4 ans. Et ça fait depuis 2 ans qu'on est full AWS. On a l'intégralité de nos systèmes dans AWS. On y reviendra aussi. L'intérêt d'avoir l'intégralité de ces systèmes dans le cloud et en particulier dans le cloud AWS. Pas que, on va dire le premier driver pour aller chez AWS, enfin pour entamer ce chemin, c'était plutôt un driver d'architecture et de compétences. Architecture parce que les systèmes d'information, donc de par cette atomicité, je sais pas si c'est français, mais étaient très cloisonnés, très silotés, et donc 70 centres loisirs, 70 systèmes d'information, et au final, ça fait des dizaines et des dizaines et des dizaines de briques qui ne se parlent pas. Or, en 2017, l'UCPA a entamé une transformation digitale. Bon, c'est un mot un peu galvaudé, un peu à la mode, mais on voit bien ce que ça veut dire, un parcours client digital plus fluide, et évidemment, on touche là les questions de transversalité, faire se parler les différents systèmes, les différentes briques. Et là, les systèmes d'information classiques, hébergés classiquement, n'apportent pas ces patterns d'architecture, et donc le décloisonnement était un des drivers forts. Deuxième driver fort, c'était un driver de compétences, puisqu'en fait, l'UCPA, jusqu'en 2017, n'exploitait pas ses propres solutions, et en termes de compétences, avait essentiellement des compétences de gestion de projet. C'est-à-dire que, comme chaque système était unitaire, dans son silo, en général, il faisait l'objet d'un projet, avec un chef de projet qui allait de bout en bout, qui en général sous-traitait à un fournisseur externe, et le projet allait jusqu'à son terme, et ensuite il était exploité soit par le fournisseur qu'on avait choisi, soit parmi les 3 grands hébergeurs et exploitants qu'on avait en fonction des typologies. Le web d'un côté, les ERP de l'autre, le reste. Et en fait, drivé par cette transformation digitale, il est apparu important qu'on décloisonne. Pour décloisonner, c'est qu'on a une approche processus, et pour avoir une approche processus, ça nécessite une maîtrise, et une maîtrise transversale. Donc on ne pouvait pas aller voir tel ou tel éditeur ou tel fournisseur en disant voilà, j'aimerais que tu sois responsable jusque-là, plus loin, parce que eux, leur périmètre de responsabilité s'arrêtait à leur brique. Et finalement, on s'est dit ok, très bien, on va le faire nous-mêmes. Donc on a commencé, on s'est dit non seulement on va d'abord exploiter nous-mêmes, mais après on va aussi. Et donc, on a rapatrié les 3 exploitations dans les 3 hébergeurs pour les faire infogéreurs par nous chez AWS. Et puis également, on s'est dit, OK, on va faire nos propres architectures et on va orchestrer nos propres processus avec les solutions natives d'AWS. Et ça, c'est ce qu'on a monté aussi tout de suite. Donc, en parallèle, on a fait les deux. On a lancé les projets de transformation digitale sous notre responsabilité, avec nos architectures et notre solution d'interopérabilité des différentes briques. On y reviendra, mais c'est essentiellement du Lambda, c'est essentiellement du S3, bref. Et puis, en parallèle, on a intégré, rapatrié toutes ces briques pour les héberger nous-mêmes. Donc, les 2 principaux drivers, c'était ça. Avant de parler de la technologie, c'est un gros changement en métier également, puisque tu dis que vous faisiez essentiellement de la gestion de projet avant, et vous transformez en gérant d'une infrastructure, donc en sysadmin et en architecte. Vous avez engagé, vous avez formé. Comment ça s'est passé la transformation de l'équipe? Alors, un peu des deux. En fait, on avait quelques compétences de réseau. Alors, je vous ai dit, on a à peu près 200 sites en responsabilité. Donc, en fait, on a beaucoup de réseaux, puisque ils partagent un réseau privé, SD-WAN, qu'on a refondu d'ailleurs en même temps, hein, pour être pour avoir plus de capacité pour pouvoir accéder dans le cloud. Donc, on avait déjà des compétences système, on va dire. Réseau et système. Et celles-là, on les a fait monter sur le cloud. En gros,
l'idée, c'était de refondre et d'apporter de la cohérence et de répondre à ces problèmes de transversalité. Donc, en fait, après, choisir un pattern et dire, le pattern, en fait, ça va être AWS, finalement, c'est quelque chose de très moteur, de très rassurant aussi pour les équipes. D'abord parce que c'est ce qui se fait de mieux. Et puis surtout, ils arrivent, en quelques mois, ils arrivent à faire des choses qu'avant, ils n'arrivaient pas à faire parce que les entreprises n'étaient pas capables de mettre autant d'investissements pour les faire. Et puis surtout, ils grenouillaient des mois et des mois sur des solutions très compliquées, ne serait-ce que de la sauvegarde, de la restauration, des choses basiques qui sont très compliquées lorsqu'on est à distance et lorsqu'on n'a pas les infrastructures pour. Et donc, finalement, pour la partie admin, ça s'est fait de manière très simple. C'est-à-dire que d'abord, on a réorganisé, j'ai commencé à réorganiser l'équipe en mettant une équipe de run, une équipe de build. Donc le run, on a mis toutes les compétences qui étaient le plus proches du run, donc les sysadmin, les compétences réseau. Les opérationnels. Et puis on leur a dit voilà, maintenant vous avez votre nouveau jouet, c'est Amazon Web Services, et puis basculez les systèmes et amusez-vous avec. Avec de la formation pour les accompagner chez AWS ou chez nos partenaires? Plus ou moins, c'est-à-dire que au début, plus ou moins. L'idée, ce n'était pas, enfin encore une fois, il y avait une logique de réinternalisation de la fonction run et donc de monter en compétences. Et ça, c'est vrai que c'est mon souhait, c'était vraiment qu'ils mettent les mains dans le cambouis et qu'ils progressent par eux-mêmes. Donc, on a eu des petits coups de pouce externes, mais en fait, les coups de pouce externes de formation, mais c'est tellement compressé dans des temps tellement courts que la réalité, c'est que c'est surtout le test, fail, tell, succeed, learn. Ça a vraiment été ce processus-là et j'ai donné du temps à ça. Hein, ça a pris plus d'1 an, on va dire, pour que l'équipe actuelle monte en compétences sur les technologies Amazon. Par ailleurs, on a fait donc quelques petites formations et puis il y a eu le support permanent d'Amazon qui a été très précieux et même sur des frappes chirurgicales, sur des sujets très particuliers, Amazon a mobilisé des experts qui sont venus pendant plusieurs jours nous aider. Et puis, une fois qu'on a eu fini de faire le tour par nous-mêmes, donc en fait, il y a une courbe qui se révèle assez manifeste. La première courbe, ça monte très très vite. Et après, il y a un certain plateau. Et puis pour justement ressortir de ce plateau et reprogresser, là, on a eu besoin des expertises Amazon et notamment les professional services qui sont venus quelques jours par-ci, quelques jours par-là. Au total, peut-être une vingtaine de jours répartis sur 3-4 ans. Donc, et ça nous a permis de ne pas nous égarer trop sur le chemin. Donc c'est pour la partie. Ça, c'est la refonte du run. Oui, absolument. Et puis il y a le ça, build c'est pour le run. Pour le build, donc là, ça a été un peu plus... Donc là, on a fait appel à des ressources externes. Les chefs de projet sont restés quasiment intégralement. Très peu sont partis parce qu'ils se sont tous beaucoup plus à adresser en fait la transversalité. Je pense qu'il y avait une certaine frustration aussi pour les chefs de projet métier à un moment de sentir qu'ils n'allaient pas au bout par la construction même et par l'architecture même du projet. Donc là, il y a vraiment un changement de mindset en disant on va au bout, on traite du bout en bout et on se contente pas simplement de la petite brique intermédiaire. On traverse toutes les couches. Donc ça, les chefs de projet, eux, qui connaissaient très bien le métier, sont pour la plupart vraiment quasiment intégralement restés. Ça, c'est vraiment un actif très important de l'UCPA et de la DSI. Et puis par ailleurs, on a monté une équipe de dev. Donc une équipe de développeurs non, il n'y a aucune exception près. Personne ne connaissait Amazon. Personne ne connaissait Amazon. Par contre, là, moi, j'ai imposé un pattern du langage, un pattern d'architecture aussi. Tous les nouveaux projets qui ont été faits en serverless. On n'a pas allé vers la containerisation, on est allé directement en serverless. Pour plein de raisons dont on pourra revenir, sur lesquelles on pourra revenir plus tard. Et puis donc le langage essentiellement du Node. Donc Node.js qui permet aussi bien de faire du front que de faire du back, et puis qui permet de tirer le grand parti aussi des fonctions lambda. Et donc pattern d'architecture très décloisonné, très désadhéré, on va dire. Et
Et puis on a monté cette équipe de dev. C'est pas une équipe dispendieuse, hein, c'est quelques personnes. Et puis on a aussi fait appel à des fournisseurs externes en régie, mais sur des langages particuliers qui ne connaissaient pas Amazon non plus et sur lesquels on est allé gentiment tous ensemble et on a commencé le parcours. J'entends souvent dire que quand on utilise des technologies cloud, je ne parle pas d'AWS nécessairement, mais des technologies modernes, des chaînes de déploiement continu, du cloud, de l'automatisation, ça motive les équipes techniques qui aiment bien travailler dans ces nouveaux environnements. C'est une belle expérience pour eux. Et donc, c'est plus facile d'engager, de retenir les gens également. Est-ce que tu as remarqué ça également ? Ça, c'est vrai. Alors, il y a une chose, c'est que le fait qu'on doive attirer les développeurs par ça en 2021, c'est un peu le drame en France, je trouve aussi. C'est-à-dire qu'on a autant de mal à avoir des développeurs qui soient cloud natives. En 2021, encore une fois, c'est un drame français, je pense. C'est pas le cas dans certains pays. Et donc, on fait parfois appel à des personnes qui sont à distance et qui maîtrisent, enfin désormais, et qui ont un peu plus cette approche. Mais bon, malgré tout, on arrive quand même à transformer cette problématique en les accompagnant et effectivement ça les motive. Effectivement ils passent beaucoup plus de temps à coder des fonctionnalités métiers plutôt que à faire face à des problématiques de performance, à faire face à des problématiques de charge. On revient encore sur la question de la saisonnalité, hein, quand on embauche 10 000 personnes en quelques semaines en mois de juin, ça pose effectivement des problématiques de charge importantes et donc de montée en charge. Là, comme on fait tout en serverless, on n'a pas de questions. Enfin, on se pose jamais de questions là-dessus. De scaling. Alors, tu l'as mentionné plusieurs fois, serverless. Tu as dit au départ qu'il y avait des applications plutôt en silo. Comment s'est passée votre migration cette fois-ci sur le plan technique ? On a parlé du humain. Je suppose qu'il y a des applications qui ont été migrées telles quelles pour ne pas les toucher. Et puis, les nouveaux développements, tu dis, vous adoptez des stratégies serverless. Donc, comment s'est passé ou comment se sont passées ces deux phases, ces deux types de migration et redéveloppement ? La migration, elle concerne essentiellement le run, puisque tout ce qui est build, comme on a monté l'équipe, c'était pas pour maintenir l'existant, mais c'était vraiment pour développer tout le new, puisque en fait on n'avait pas tous ces systèmes d'information transversaux, tous ces parcours digitaux, etc. Donc tout le new s'est fait en serverless, donc sur des patterns modernes, on va dire. Et là, la conduite, enfin ce qui a été le plus important, ça a été surtout de mettre en place ces chaînes de déploiement continu. Et de livraison continue, surtout pour le serverless, qui est un peu particulier, puisque par définition, il n'y a pas de serveur, il n'y a pas de machine. Donc c'est un peu particulier. Donc là, sur cette partie-là, ça s'est fait assez naturellement. Les développeurs qui ont été embauchés et le lead dev avaient cette culture de la livraison continue par ailleurs sur d'autres systèmes plus lourds avec des instances en jeu. Là, finalement, ça s'est fait de manière assez naturelle. En revanche, pour tout ce qui est legacy et pour le run, donc ça s'est fait en deux étapes, on va dire. La première étape, ça a été vraiment s'attaquer. Donc l'enjeu était pas l'enjeu de la migration. L'enjeu, c'était la montée en compétences et la réappropriation des compétences d'exploitation. Donc, et ça demande du temps puisque l'idée, c'était de le faire avec les ressources qui étaient déjà à l'UCPA. Et donc là, pendant un an, il y a eu cette fameuse montée, puis après il y a eu ce plateau, et donc cette montée, elle s'est faite sur quelque chose de très concret, qui était se réapproprier le web. Le web, c'était déjà les briques qu'on utilisait étaient déjà nativement web compliant, on va dire, donc un peu plus cloud compliant, de la notion de nœud, plus facilement. On peut plus facilement les mettre derrière un ELB, plus facilement avoir des notions d'autoscale. Voilà. Donc on a utilisé tout bêtement du RDS pour la base de données, des autoscaling groups, des choses tout bêtes, un CloudFront devant. C'est des choses tout bêtes, mais même ça, pour appréhender ça, il faut du temps. Donc là, on a laissé ce temps-là, et ça a été le temps de la maturation. Et puis après, une fois que ça a été bien maturé, on a pu aussi faire une bonne checklist de tout notre système d'information. Et puis on s'est dit, ok, maintenant il faut qu'on accélère, il faut qu'on migre tout. Et là, on a voulu aller vite parce qu'il n'y avait pas de valeur ajoutée. On ne pouvait pas les refabriquer, on pouvait pas enfin c'est des vieilles briques. Il y avait des systèmes d'information qui dataient de 1999.
Assez costaud. Heureusement sous Unix, donc facilement portable sous Linux. Merci Unix. Et ça, on a utilisé Cloud Endure. Donc on a fait du lift and shift, et en 5 semaines, c'était fini. On avait porté nos dizaines de briques legacy. Je crois que les 2 dernières semaines, on en a porté 30 d'un coup. Wow. Alors ça paraît pas énorme, parce que Cloud Endure permet d'en gérer des centaines, mais en tout cas, ça veut dire que en quelques semaines, on a finalement tout eu dans Amazon, et on a commencé à pouvoir. D'abord, on a éteint nos data centers, ce qui est c'était l'objectif de l'opération. Important. Et puis après, donc ça fait maintenant 2 ans, on a l'intégralité de notre système d'information qui tourne chez AWS, et on peut en tirer profit pour toutes les couches basses de type backup, restore, extinction allumage, on en reparlera, snapshotting, et puis FinOps aussi. Cloud Endure en 15 secondes, pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de Cloud Endure, c'est une solution qui permet de faire un mirror disk dans le cloud, et puis de recréer des VM à partir de ce mirror de disque. Oui, c'est ça. C'est assez magique, parce qu'on a quand même grenouillé pas mal. En fait, on a eu de la chance, ça a coïncidé avec l'achat de Cloud Endure par Amazon. Donc merci, parce que ça a quand même, il y a eu un avant, un après. Il y a eu un avant, un après. On essayait auparavant de le faire par nous-mêmes, c'est-à-dire de faire des images ou de récupérer les sources. Récupérer les sources, c'est compliqué, c'est quasiment jamais on peut. Et puis les serveurs cibles sont jamais vraiment tout à fait ajustés. Donc finalement, faire des images des disques, des machines, c'est ce qu'il y a de plus pratique. Simplement, parfois, ça marche pas. Et là, Cloud Endure, en fait, ça fait de la réplication par bloc. Donc en fait, on fait des vraies images à l'identique, disque par disque. Et ça se rallume tout seul sur les machines qu'on veut, sur les targets qu'on veut, dans la end zone qu'on veut, d'un point de vue réseau, d'un point de vue sécurité, d'un point de vue paysage, machine, quoi. Donc c'est quand même très pratique. Tu as parlé de la courbe d'apprentissage et du plateau, et puis de ce deuxième décollage, et tu as mentionné quelque chose, FinOps. Je suppose que FinOps fait partie de ce redécollage. Une fois que vous avez fait la migration, il faut commencer à optimiser. Comment est-ce que vous avez abordé cette partie optimisation financière aussi de l'infrastructure qui a été portée? Alors déjà, on l'a mal fait. C'est-à-dire que, et ça peut-être ce que je vais dire va permettre à d'autres de le faire bien, j'espère, on l'a mal fait parce qu'on l'a fait après. C'est-à-dire que on était en fait tellement content d'arriver à faire cette migration facilement. C'est-à-dire qu'au début, on a quand même pas mal grenouillé. On prend certaines machines, peut-être les plus importantes ou peut-être les plus faciles, ça dépend. Et puis on dit ok, on va essayer de la copier, on va la mettre. Et puis au bout de plusieurs semaines, on n'y arrive pas, on bute. Les versions de Windows sont pas les bonnes, les versions de Linux sont pas les bonnes. Enfin bref. Cloud Endure, ça permet de tout faire d'un coup. Donc on se dit, on appuie sur le bouton. J'exagère, mais pas loin. Et puis ça pousse, et c'est très bien, et on est tellement content d'avoir enfin pu décommissionner les machines, que ça marche, que ça se rallume, que ça se fasse en 0 interruption de service. C'est un truc incroyable, c'est-à-dire que ça marche tout seul, on fait juste un changement de DNS et ça roule, que on se repose un peu là-dessus. Et puis finalement, 2, 3 mois, 4 mois plus tard, pour nous, ça a été 2 mois, on regarde la note, et puis on se dit, oula, cher. Et puis on regarde l'usage, et on se dit, oula, on n'utilise rien. Et donc, ça veut dire qu'on n'avait pas, on n'avait pas travaillé en amont sur le billing, sur la facturation, sur le bon sizing de machine. On savait que les machines, on n'allait pas faire du 1 pour 1. Mais on n'avait pas vraiment l'expérience de se dire est-ce qu'on va prendre une M5 ou est-ce qu'on va prendre une R5, est-ce qu'on va prendre une C ou une M, est-ce qu'on va... Enfin, voilà. On a plutôt fait à ISO. Et en fait, on sait maintenant que lorsque on est on-premise sur telle configuration, la configuration à peu près similaire d'Amazon, elle est nettement plus faible et donc nettement moins chère. Mais on n'avait pas cette appropriation des choses et cette maîtrise. Donc on a passé, dans un deuxième temps, on a revu nos centaines de machines et on a commencé par les downgrader. Et ça prend du temps d'upgrader parce que c'est pas simplement le faire avec des clics, et parfois ça veut dire être capable d'automatiser davantage les scripts au redémarrage. Enfin, ça demande plein de choses. Et ça demande de mettre à jour les drivers quand on a des séries 4 qui sont et qu'on pourrait passer sur les séries 5 modulo la mise à jour de l'OS. Des softs, faut le faire, elles sont plus performantes et elles sont moins chères. Il n'y a pas de raison de s'en priver. Non, mais c'est vrai, donc en fait on fait ces prérequis,
Et puis après, chose la plus importante, c'est que on a réalisé que la meilleure manière de ne pas dépenser de l'argent, ou plutôt d'économiser de l'argent, ou d'en dépenser le moins possible, c'est de ne pas utiliser les services. Alors, c'est un peu provocateur ce que je dis, mais si la machine elle est utilisée que dans la journée, bah, on ne l'allume que dans la journée. Et on l'éteint la nuit. C'est pas valable que pour la recette, c'est aussi valable pour la prod. Et en fait, ça veut dire revenir vers tous les utilisateurs, avoir cette vision en fait patrimoniale des choses, c'est-à-dire inculquer auprès des utilisateurs et auprès de la DSI la vision patrimoniale. C'est pas parce qu'on a posé le truc, ça marche tout seul, on s'en soucie plus. C'est vraiment c'est mon actif, c'est mon patrimoine. Comment est-ce que je le chouchoute? Comment est-ce que j'en tire le meilleur parti? Donc déjà en sachant que je l'utilise de 9h à 18h seulement et puis pas le week-end. Et ben très bien, le reste du temps, je l'éteins. C'est bien pour tout le monde, ça veut dire que quand on la rallume, ça se rallume sur les machines qui viennent d'être provisionnées, donc ça c'est très bien. Et puis c'est très bien en général, les machines elles aiment bien être démarrées et éteintes de temps. Ça peut pas faire de mal. Les caches un peu moins, mais c'est pas très grave. On a d'autres solutions pour ça. Il y a des techniques pour hydrater les caches au début. Voilà. Donc, et puis après il y a aussi la FinOps, c'est-à-dire après il y a aussi la FinOps. Une fois qu'on a fait ça, après on applique les mécanismes de saving plan, de RI, de reserve instance, qui aussi permettent de diminuer la note. Donc ça, c'est le run et l'optimisation du run que vous avez fait. Côté build, pourquoi ce choix de partir en serverless? Je suppose que c'est pour éviter une bonne partie des choses dont on vient de parler avant en matière de coûts. Alors en fait, là, c'est plus historique et expérientiel. Donc, je suis arrivé à l'UCP en 2017 et auparavant, j'étais dans une entreprise qui avait fait le même chemin. On avait migré l'intégralité du système d'information dans AWS, et puis en cours de chemin est arrivé Lambda, alors que nous-mêmes j'étais en train de travailler sur des bus applicatifs et donc des systèmes pour décloisonner, désiloter et faire se parler les différents systèmes. Et nous, on était sur des bus, des ESB compliqués, qui avaient des problèmes de charge, qui avaient des problèmes de perf, qui marchaient pas toujours. Et là, Lambda arrive. Et là, c'est la solution, c'est la clé, c'est le paradis du développeur qui pousse son code note dessus, ou n'importe quoi d'ailleurs. Python, Java. Le code qu'il connaît. Et puis, il se soucie de rien. Et si jamais à un moment, il y a 1 million d'appels, le million d'appels se fait. S'il y en a 2, il y en a 2. Et surtout, ce qu'il y a de mieux, c'est qu'on ne paye qu'à l'appel. C'est quelques centimes par million, donc c'est rien du tout. Donc ça, c'était paradisiaque. Et donc, dès le début, on est parti là-dessus, plutôt pour les questions de charge. En se disant, on décloisonne, on sait pas trop ce qu'on va trouver, on sait pas trop comment ça va marcher. Il y a des choses qui vont continuer à se faire par pseudo-batch la nuit en appelant des milliers et des milliers de lambda à la seconde, et d'autres qui vont se faire au fil de l'eau. Partons là-dessus. Et c'était vraiment ça, le vrai driver. Il s'avère que, à l'époque, j'avais pas du tout de recul sur les saisonnalités du CPA, parce que moi, je venais d'arriver. Et en l'occurrence, et j'en ai fait un débrief à mes équipes, là, il y a pas plus tard qu'il y a 2 semaines, si on a le droit de parler coûts, on pourra en parler un peu, mais c'est incroyable ce que nous coûtent les infrastructures serverless versus ce que nous coûte notre legacy plus classique. Ça vaut peut-être pas la peine de donner les chiffres exacts parce que c'est votre budget, mais un pourcentage, oui, 1 à 10. Un rapport 1 à 10. Wow. Tout bêtement, alors ça s'applique pas à tous les métiers, mais pour nous, c'est 1 à 10. Alors après, on se dit, mais c'est incroyable parce que quand même, des métiers qui travaillent en fait en 24/7, il y en a combien? Bon, j'imagine qu'il y a la banque, j'imagine qu'il y a les Netflix et compagnie, sûrement, mais combien on ça, enfin, j'avais du mal à en donner. Nous, dans notre cas, qui travaillons, certes, on a une saisonnalité, mais après, on travaille un peu comme tout le monde, c'est-à-dire qu'on a des horaires de boulot, on a des 9h, 19h ou des 9h, 18h pour la plupart. Le week-end, en général, on travaille pas trop. Et puis après, il y a la réalité sur le terrain où là, eux, ils travaillent un peu ils travaillent le week-end, ils travaillent dans la semaine, mais à des horaires différents. Et puis il y a la grosse saisonnalité, plutôt l'été, plutôt l'hiver, avec des gros pics. Ok. Mais malgré tout, nous, en fait, c'est fantastique ce que ça nous coûte, c'est-à-dire le peu que ça nous coûte en serverless versus ce que ça nous coûte en instance. Et puis c'est fantastique aussi ce que ça nous coûte en coût caché, c'est-à-dire que ce qui nous prend du temps, c'est plutôt les infrastructures avec des instances, avec des déploiements compliqués, enfin voilà, c'est plutôt ça ce qui nous coûte. Le serverless, comme on est en livraison continue dès le début nativement, quand c'est posé, ça tourne et puis il roule. Et quand on doit le modifier, on modifie le code, on le pousse, ça se met à jour tout seul. Enfin,
Ça a ça coûte peu en run, ça coûte peu en maintenance. Voilà. Comment vous avez décloisonné la partie data parce que si c'était tous des systèmes en silo et que maintenant vous avez ces nouvelles applications, il y a forcément dans vos systèmes des données partagées. Comment ces nouveaux systèmes et ces anciens systèmes partagent les données maintenant? Tu as parlé de SB, est-ce que vous avez créé des référentiels de données communs? Alors, il y a deux réponses à ça. La première, plutôt deux réponses techniques, mais qui adressent pas tout à fait la même chose. D'un point de vue stockage lui-même, donc on est 100% chez AWS. Donc ça, c'est une grosse gros atout. Ça veut dire qu'on a tout sous la main. En termes de réseau, c'est techniquement faisable d'accéder aux données. Voilà. C'est techniquement faisable, il n'y a pas de problématique de latence, d'aller les chercher, la machine n'est pas dispo, etc. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nos données, elles sont, pour tout ce qui est legacy, dans des bases de données RDS. Pour tout ce qui est new, tout ce qu'on a fait en serverless, c'est à 80% sur S3. On est parti nativement. De toute façon, on est en full NoSQL. À 80-90% sur S3 et à 10% sur Dynamo. D'accord. Donc, tout ce qui est new, de toute façon, c'est accessible très facilement. C'est du S3, c'est du Dynamo. Voilà. Après, pour mettre cette glue autour de ça, on n'a pas utilisé Glue, donc justement, pas tout de suite, parce qu'on n'a pas lancé dès le début les projets de Data Lake et des projets de Data Warehouse. Ça s'est fait dans un deuxième temps. Et donc, tout au début, on a plutôt choisi une techno GraphQL. Donc, en fait, on a apaisé toutes les sources de données legacy auxquelles on avait besoin d'accéder, donc mis des lambdas qui permettent d'accéder à couche de données et qui exposent les services à travers API Gateway ou lambda direct. Et puis on a mis GraphQL pour orchestrer toutes ces interrogations. GraphQL avec AppSync ou dans Lambda vous-même? Alors pas avec AppSync, justement, on aurait pu, mais à l'époque AppSync c'était il y a 4 ans, donc c'est pas exactement avec quelques limitations qui étaient pas super par rapport à ce qu'on voulait. Donc non, on a fait ça, on a utilisé un serveur GraphQL Apollo classique, mais qu'on fait tourner dans une lambda, par contre. Et ça marche incroyablement bien, ça coûte rien. On a mis juste un cache devant, Elasticache Redis devant. C'est incroyable. Ça marche très bien, c'est très performant. C'est un pattern d'architecture très simple pour les développeurs qui rajoutent des nouvelles briques ou qui doivent maintenir les briques parce qu'en fait, ils se soucient pas des différentes sources de données, ils demandent juste à GraphQL la donnée qu'ils veulent, et c'est GraphQL qui se débrouille avec ses data sources pour aller les chercher là où il faut. Et qui va chercher sur plusieurs bases de données, du coup. Sur plusieurs bases de données ou plusieurs web services, qu'elles soient internes ou qu'elles soient externes. Ça va aussi bien de Google Analytics en passant par des services tiers de notre communauté. Enfin, c'est vraiment ce qui nous a permis de faire les choses assez proprement et de les faire assez vite. Alors, et de continuer à les faire vite. Tu as brièvement mentionné Data Lake, ça me donne une bonne transition sur ma dernière question technique. Maintenant que vous êtes dans le cloud, vous pouvez explorer des technologies qui n'étaient peut-être pas à la portée de tout le monde quand vous étiez on-prem ou hébergé via de l'infogérance. En préparant ce podcast, tu m'as donné un exemple de test d'application qui utilise de l'apprentissage machine. Tu as parlé de Data Lake aussi, donc voilà au moins 2 projets qui vous permettent d'aller plus loin dans la migration cloud. Quels sont les plans maintenant que la courbe d'apprentissage cloud est acquise, est faite? Alors, c'est vrai qu'il y a quand même un driver assez fort que j'ai pas émis dès le début. Les premiers, quand tu me disais pourquoi vous y êtes allé, ça c'est les réponses que j'ai données étaient des réponses essentiellement techniciennes pour la DSI, l'avantage pour la DSI, mais celles que j'ai vendues à mes camarades du comité exécutif et à mon directeur, à ma direction générale, c'est évidemment les innovations métiers. Je dis évidemment, c'est pas si évident que ça, mais pour l'UCPA, c'était ça aussi, parce que on est plutôt sobre, on n'a pas des budgets colossaux et encore moins à mettre dans l'informatique. On a de très nombreuses activités et donc à chaque fois on essaie d'être malin. Et être malin, c'est aussi prendre des solutions sur étagère,
qui sont simples, qui sont robustes et qui font le boulot. Et typiquement, dès lors qu'on parle d'analyse biomécanique de posture, par exemple pour apprendre à mieux faire du sport, et c'est le cas par exemple dans l'équitation où la posture sur le cheval est pas simple, obligatoirement là on doit il y a des moniteurs qui sont faits pour ça, bien sûr. Et puis lorsqu'on veut aller tutoyer un peu plus la partie digitale, on va vers le machine learning. Et ce qu'on a fait il y a 2 ans, c'est on a développé une application qui est déployée sur un smartphone, qui a été entraîné avec SageMaker pendant des mois, et qui permet de faire l'analyse de la posture du cavalier sur son cheval et de mieux aligner les points, donc l'épaule, la hanche, le genou, le talon, et un peu plus en avant, un peu plus en arrière. C'est pas ma partie, le canasson, mais l'application est très belle, ça marche en temps réel, juste dans l'analyse vidéo, et ça a demandé effectivement de faire de l'apprentissage machine, et c'est vrai que Amazon propose de l'apprentissage machine sur étagère, on va dire, et alors on a mis du temps, on a mis 6 mois quand même, c'est pas rien, mais on est content d'avoir fait ça, et ça nous a permis derrière de mettre à profit ce qu'on a appris pour entraîner une machine à reconnaître et à lire les informations de documents. Alors, de documents en fait qui ouvrent à des réductions. Donc, sur notre métier des loisirs, des documents scannés ou photographiés qu'il faut. Oui, c'est ça. On est sur notre application mobile. On veut rentrer à l'USPA Sport Station Grand Reims justement qui est une piscine. Eh bien, dans le parcours, à un moment, on a des tarifs résidents. Un tarif résident, il faut prouver qu'on habite dans un certain voilà. Et il suffit de scanner une facture ou une facture avec son adresse qui montre qu'on est à Reims et on accède à ce tarif. Ou typiquement scanner une carte d'étudiant ou typiquement un passeport si jamais ou une carte d'identité lorsqu'il s'agit de vérifier que on peut accéder à un tarif préférentiel parce qu'on a tel ou tel âge. Voilà. Donc on a fait ça, on a poursuivi et on a encore pas mal de petites idées pour s'appuyer sur le machine, l'apprentissage machine. Donc ça, ce sont le type d'innovation que tu as pu montrer au comité de direction, que les moniteurs peuvent utiliser sur le terrain, que les enfants ou les participants bénéficient immédiatement et extrêmement visible. Et qui permet aussi à toute l'entreprise aussi de changer de mindset et progressivement d'avoir un mindset un peu plus innovant digitalement parlant, de rendre le digital plus accessible. Là, évidemment, toutes les technologies de data lake qui demandent des infrastructures de dingue, là, chez AWS et sur étagère, ça fonctionne très bien. Et c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment avec Data Lake Formation. C'est vrai que monter son data lake et avoir un référentiel qui est reconnu juste en une journée et on a plein de sources de données qui sont analysées, répertoriées, référencées, c'est un truc incroyable. C'est rapide, c'est simple et mis dans les mains des data scientists, on en a. Ils peuvent s'amuser avec ça facilement et accéder à des complexes. Quels sont les autres projets d'innovation pour 2021 et au-delà? Qu'est-ce qui est, sans dévoiler de secret, sur ta roadmap projet? Il n'y a pas vraiment de secret. Alors, il y a donc je t'ai dit donc il y a des projets beaucoup plus techniques et notamment les projets techniques, c'est d'arriver à ne plus jamais toucher à la prod, en fait de ne plus jamais toucher à la console Amazon et de tout faire as code. Voilà, alors tout scripter et puis tout faire as code, c'est-à-dire tout stocker dans Git ou dans l'équivalent et versionner l'intégralité de ce qu'on touche. Donc, c'est ce qu'on fait déjà pour tous les projets serverless. Donc, tout le build qu'on a fait depuis 3 ans est et en déploiement continu par de Git. Voilà. Mais par contre, tout le legacy, il faut bien qu'on s'y mette aussi. Et donc, ça, c'est un des projets pour 2021, donc qui est beaucoup plus technique. C'est en gros déployer la notion de CI/CD sur l'ensemble de la chaîne. De la même manière, c'est aussi déployer une gestion de compte plus robuste. Aujourd'hui, on n'a que 4 comptes Amazon. L'idée, c'est d'en avoir plusieurs et d'utiliser les control towers pour orchestrer tous ces comptes. Ça permet de
faciliter d'abord de robustifier la sécurité, je pense. Cloisonner davantage, et puis après rentrer dans le monde des policies, faire des policies et les déployer de manière plus sécurisée et s'ouvrir un champ des possibles plus important que celui qu'on a aujourd'hui. Donc ça, on va dire, c'est les sujets un peu plus techniques. Après, d'un point de vue métier, on a beaucoup de choses très amusantes qui arrivent, des merch, enfin du merch intelligent, donc directement fait en front, qui applique des règles de gestion pour personnaliser, on va dire, l'expérience utilisateur des uns et des autres. On a aussi je présente souvent les deux métiers de l'UCPA avec les loisirs, enfin hormis la formation, les loisirs et les vacances, mais en fait, ils ont beaucoup de points communs, et donc en 2021, on va aussi beaucoup plus rapprocher les parcours clients, rapprocher les espaces perso, rapprocher l'expérience, en fait, pour qu'on ait une expérience UCPA unique et pas une expérience UCPA loisirs, une expérience UCPA vacances. Et donc ça, c'est les grands projets 2021. Alors il y a aussi des grands projets moins sexy, mais tout aussi importants de productivité autour de SAP. On a nos charges de travail S4 qui tournent chez Amazon depuis plusieurs années maintenant, qui fonctionnent très bien, et on va s'appuyer aussi, on va déployer aussi davantage de processus sur S4 en lien avec nos systèmes de vente, en lien avec les évolutions du métier. Merci pour ce long retour d'expérience super intéressant, avec les différentes phases, avec les différentes approches. On a parlé de l'aspect humain également. Je retiens 2 conseils que tu donnes si tu devais refaire la même chose. Essayer de minimiser le lift and shift et vraiment partir sur le nouveau développement d'applications en serverless quand c'est possible. Et penser coût dès le départ et pas après sa première ou deuxième facture un peu douloureuse une fois qu'on est dans le projet. C'est vrai. Et la troisième, c'est penser à éteindre tout ce qu'on peut éteindre. Ça, c'est important. Éteignez la lumière derrière vous quand vous sortez d'une pièce, c'est ce que me disait ma grand-mère. L'Union nationale des centres sportifs de plein air, j'ai appris l'acronyme en préparant ce podcast de l'UCPA. Voilà, si vous nous écoutez en France, la prochaine fois que vous participez à une activité, que vous envoyez vos enfants à un stage, une colo UCPA, peut-être que vous regarderez le site web de façon un tout petit peu différente, maintenant que Hugues nous a expliqué la mécanique qui se trouve là derrière. Merci Hugues d'avoir passé un peu de ton temps pour lever un coin du voile et expliquer comment vous fonctionnez. Et puis merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. À très bientôt pour un prochain épisode du podcast AWS en français. Et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.